Alors, pour vous donner une idée un peu plus pratique, hein, là, vous avez sur votre gauche, en haut, une photo des gaz de calibration. Donc, ce sont des bouteilles d'air comprimé dans lesquelles, en fait, on a des concentrations en CO2, en méthane, en N2O, en CO, qui sont connues, et qui sont étalonnées, et donc qui nous permettent d'étalonner les instruments d'une part, et d'autre part, de contrôler le bon fonctionnement des instruments. Vous avez sur la photo de droite, vous avez les pompes des différents niveaux. Là, c'est l'exemple d'une station qu'on a euh, à, à Trénoux, à côté d'Orléans. Et puis, bah, vous voyez le schéma un peu plus précisément en dessous, avec une photo des animateurs types qu'on va utiliser. Et je vais revenir dessus. Donc, en fait, les analyseurs qu'on utilise, ce sont des analyseurs optiques. On fonctionne avec une mesure, une technique qui s'appelle la CRDS, Cavity Ring Down Spectroscopy. Le principe, c'est qu'on part du principe de la capacité des gaz à effet de serre à absorber les infrarouges. Donc, en fait, on va avoir dans ces instruments-là deux ou trois ou quatre faisceaux laser, selon le nombre d'espèces qui vont mesurer, dans la longueur d'onde d'absorption de la molécule qui nous intéresse. On va émettre ce faisceau laser dans une cavité optique, et puis donc ce faisceau laser va faire un chemin optique dans la cavité dans lequel on aura notre air échantillon, et chaque fois que le faisceau laser va rencontrer une molécule de gaz à effet de serre, et ben, il y a une partie du rayonnement qui va être absorbée, et donc on va avoir une différence d'intensité entre le rayonnement émis et le rayonnement transmis, qui va être proportionnelle à la concentration du gaz. Alors en fait, on ne mesure pas directement euh, cette différence d'intensité, mais ce qu'on va mesurer, c'est un temps. Donc en fait, on envoie un faisceau laser, on le coupe, et on regarde le temps que va mettre la cavité pour revenir à son mode zéro. Donc est-ce que le ring down soit de nouveau à zéro? Et c'est ce temps-là qui est proportionnel à la concentration du gaz qu'on va mesurer. L'avantage de cette méthode-là, elle est un petit peu plus précise que simplement une mesure de différence d'intensité, parce que on peut s'affranchir de petites fluctuations de longueur d'onde du faisceau laser dans ce cas-là. Donc ça, ce sont des instruments qui sont commercialisés par une société américaine avec un brevet sur la technologie, et c'est ceux-là qui sont labellisés et qui sont homologués dans le réseau européen et dans le réseau national. Donc là, vous voyez l'instrument capoté. Ensuite, j'ai enlevé le capot. Donc, vous voyez les deux. Donc, il y a une partie pilotage informatique que vous ne voyez pas sur cette photo-là. Et puis, il y a une partie technique optique. Donc là, vous avez un zoom de la cavité. Et vous voyez le tube qui est au milieu, qui est entouré par le rectangle rouge. C'est la cavité. Donc, c'est là-dedans que l'air va être injecté. Et c'est aussi là que va envoyer le faisceau laser à travers une fibre optique. Voilà. Tout ça, c'est des instruments qui vont permettre de mesurer de manière très précise les concentrations en gaz à effet de serre. Quand je dis très précise, c'est mieux que 0,05 ppm près dans le cas du CO2, ce qui est nécessaire en fait quand on veut voir des variations de quelques ppm. Hein. L'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, c'est environ entre 1 et 3 ppm par an, selon les lieux et selon l'évolution du temps. Et donc, du coup, évidemment, pour pouvoir mesurer ça de manière très précise, il faut qu'on ait des instruments qui soient au moins un ordre de grandeur plus précis. Et donc, ces instruments-là, ils sont régulés à la fois en pression, en température et en débit du gaz qui va aller à l'intérieur de la cavité de manière très précise. Et c'est ça qui permet d'avoir une mesure de très grande précision. Alors, pour vous donner un peu plus d'une idée, voilà quelques exemples. Donc, j'ai choisi volontairement de vous présenter des stations qu'on a en Afrique et avec lesquelles on collabore. Donc, vous avez ici la station géophysique de Lamto en Côte d'Ivoire, euh, qui est à la base une station qui était utilisée pour des mesures sismiques, et pour lequel on a pu aller s'installer là-bas et mettre en place une collaboration scientifique et technique. Donc c'est en milieu, à la limite en fait de la brousse et de la forêt équatoriale. Et donc sur cette station, on a, vous voyez à gauche le mât. Donc on a une tour de 50 mètres qui est équipée en son sommet d'une ligne de prélèvement de capteurs météorologiques. Donc, en fait, des têtes de prélèvement dont je vous parlais, vous avez la photo, vous avez un zoom sur la photo à votre gauche. Hein. Donc, en fait, c'est simplement des petits cylindres en aluminium dans lesquels on a un design particulier pour éviter la pénétration de trop grosses particules ou de gros insectes.
Parfois, on a même aussi du grillage pour empêcher les insectes de pénétrer dans les têtes de prélèvement. Et ensuite, vous avez des tubes qui vont descendre le long pardon, de la tour et qui vont venir être connectés sur l'instrument qui, en général, est positionné dans un bâtiment au pied de la tour. Donc voilà une photo des capteurs météo qui sont installés sur la tour de l'AMTO, hein. Donc vous avez au premier plan la sonde d'humidité qui va mesurer à la fois la température et l'humidité relative dans l'abri météo, là, l'espèce de chose à ailettes que vous voyez. Et puis sur votre gauche, en haut, vous voyez au premier plan la tête de prélèvement et au-dessus, l'anémomètre sonique qui va nous donner la direction et la vitesse du vent. Et au-dessus de la sonde de température à ce niveau-là, vous avez la sonde de pression qui va donner la pression atmosphérique au niveau du sommet de la tour. Et on a un doublon, en fait, à l'AMTO, on a une autre station météo qui fait l'ensemble de ces paramètres de manière intégrée, qu'on a aussi installée en cas de souci. Un autre exemple, la station de mesure qu'on a donc installée dans l'Atlas marocain. Donc là, on est déjà sur un site en altitude, hein. On est au sommet d'une des montagnes de l'Atlas. Vous avez cette petite tour sur laquelle on a installé aussi, donc elle est moins haute, mais sur laquelle on a installé les têtes de prélèvement. Et puis, bah, vous retrouvez l'analyseur, les gaz de calibration. Et sur ce site-là, on a en plus un instrument qui permet de faire des mesures intégrées. Donc, faire une mesure de colonne totale dans l'atmosphère, c'est également un instrument qui est en cours ou qui va être installé sur le site de l'AMTO assez récemment. Et là, au niveau de l'Atlas marocain, on avait fait une campagne de mesure entre septembre et octobre 2019 avant l'installation pour vérifier un peu si on pouvait avoir des données exploitables et intéressantes sur ce site-là. Et c'est en cours d'exploitation actuellement. Donc ça, c'est un peu la manière dont ça fonctionne et dont c'est techniquement installé. Une fois qu'on a ces mesures, voilà, il y a aussi toute une procédure de transmission et de traitement des données qui se fait de manière automatique. Donc, à la base, les stations vont envoyer des données brutes et on va avoir un protocole de contrôle qualité et de traitement automatisé dans la base de données du réseau. Donc, on va commencer par, non seulement on transmet les données des paramètres qu'on veut mesurer, mais on a aussi tout un tas de paramètres physiques des instruments qui sont transmis en même temps, notamment qui vont permettre de contrôler que l'instrument marche bien. Donc, on va, par exemple, transmettre la température de contrôle de la cellule. On va transmettre les paramètres de pression, de, de débit, etc. Et ça, c'est contrôlé. Donc, on sait qu'il y a des plages de fonctionnement optimales de l'instrument, et ça, c'est contrôlé directement par la base de données. Et si un de ces paramètres-là n'est pas correct, eh bien, on va avoir, dans ce cas-là, un premier contrôle des données avec un premier flagging, donc un premier contrôle en disant, attention, cette donnée-là, elle n'est pas correcte parce que les paramètres physiques n'étaient pas bons. Ensuite, on va avoir des paramètres de stabilisation, hein. Quand vous changez de niveau, évidemment, il faut le temps de rincer la cellule et d'être sûr de ce qu'on mesure. Et pas au début, vous avez un mélange des deux niveaux. Et donc, on va attendre que ce qu'on mesure corresponde bien au niveau qu'on veut mesurer. Et donc, il y a un temps de stabilisation qui est imposé, qui est de quelques minutes, sur lequel on ne va pas utiliser les données, mais on va utiliser seulement les dernières minutes pour avoir une mesure qu'on va utiliser. Ensuite, il y a une correction d'humidité, comme je vous l'ai dit, hein, qui est liée au fait qu'on donne les mesures de gaz à effet de serre en air sec. Et ensuite, selon le type de mesure, le type de mesure qu'on va faire, si c'est une mesure d'air, eh ben, on va avoir ensuite une application de paramètres de calibration, un filtrage des données et puis un moyennage des données, soit en minutes, soit en horaires, avant de les sauvegarder. Si c'est un gaz de contrôle, bah, c'est pareil, on va appliquer la même procédure, puisqu'on va traiter le gaz comme si c'était un échantillon, mais sauf qu'à la fin, on va pouvoir utiliser cette donnée-là pour la comparer à la valeur initiale du gaz. Et puis, si c'est un gaz de calibration, là, il y a un traitement particulier, puisqu'on va avoir un filtrage, on va avoir un traitement particulier pour déterminer les facteurs de correction, de calibration qui vont être ensuite appliqués pour les deux autres types de mesures. Donc voilà, une calibration, en général, on a 4 gaz de concentration connus qu'on va passer plusieurs fois pendant un temps imparti dans l'instrument, et puis on va utiliser la moyenne de chacun des gaz pour avoir la courbe d'étalonnage. Voilà, les données, elles sont transmises toutes les 24 heures
dans la base de données, elles sont traitées, et puis ensuite, après, elles sont mises à disposition, dans un premier temps, des responsables de station, et puis ensuite, dans la base de données pour l'ensemble des utilisateurs. Alors, un exemple des données, là, vous avez les mesures qui ont été faites sur un mois en 2021 sur la station de Lamto. Donc, on a deux niveaux. C'est pour ça que vous avez deux couleurs. Donc là, vous avez les variations diurnes du CO2, du méthane, du CO, les valeurs de vapeur d'eau, et puis des paramètres qui sont plus physiques comme la température de l'instrument et puis la pression dans la cellule. Et puis ici, vous avez les gaz de contrôle qui sont injectés entre une et deux, enfin 2 et 3 fois par jour. Ça dépend ça varie en fonction du temps, en fonction du fonctionnement de l'instrument. On peut choisir d'ajuster ça. Et donc, en fait, on vérifie que la concentration, qu'on a l'écart de cette valeur par rapport à la valeur de référence est bien correct et bien dans la gamme de variation et de précision de l'instrument. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est là qu'on va intervenir, notamment avec les collaborateurs locaux qui vont pouvoir faire en sorte que l'instrument fonctionne bien. Donc, on a un suivi régulier. Toutes les semaines, on passe en revue l'ensemble des stations du réseau pour voir comment ça fonctionne. Et la dernière chose sur la partie contrôle qualité, c'est la main. Au final, l'ensemble des données qu'on va avoir validées, qui auront passé le contrôle automatique, va finalement être validé manuellement par le responsable de la station, qui lui a finalement la main, la dernière main, puisque c'est lui qui sait si, par exemple, il y a eu, je ne sais pas, s'il y a eu une contamination locale liée à, je ne sais pas, imaginons qu'un véhicule fasse une livraison qui soit garé juste en dessous la prise d'air et qu'il envoie des gaz d'échappement, bah voilà, on va avoir une mesure qui est correcte, mais qui est entachée de perturbations locales. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi intégrer dans le flagging final des données. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, eh ben, les données sont mises à jour et concaténées chaque fois, une fois par an, et sont mises à disposition sur la base de données du réseau européen ou du réseau national, dans le cas des stations qui ne sont pas labellisées à l'échelle européenne. Voilà, alors je vais finir avec quelques exemples de résultats scientifiques et comment on exploite en fait ces données-là. Donc la première chose qu'on fait nous aussi sur cette carte, sur cette figure, vous avez euh, les résultats d'un certain nombre de stations. Donc, les stations, vous les voyez en haut à gauche dans les petits encadrés, hein. Les petits ronds sont les stations internationales, on va dire, du réseau national français. Donc, vous voyez notamment la ligne rouge qui correspond à la station de l'île Amsterdam, qui est située en plein milieu de l'océan Indien. C'est probablement l'endroit où on a l'air le plus pur du monde. Donc, c'est vraiment la ligne de base, on va dire, de l'atmosphère, où vous voyez, il n'y a quasiment pas de fluctuation puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Donc, il n'y a pas de réponse de la végétation à l'échelle saisonnière, contrairement aux stations de l'hémisphère nord, notamment à la station de Messède en bleu, qui est la station de référence de l'Europe. En fait, on est à l'ouest de l'Irlande, où on va filtrer les masses d'air qui viennent de l'océan, donc qui sont normalement pas contaminés par les effets des activités humaines. Et donc là, vous voyez ces petites variations, vous voyez, sont les variations saisonnières qui sont liées à la réponse de la végétation, notamment dans l'hémisphère nord. Et puis, vous avez un certain nombre de stations, notamment, vous voyez en orange la station de Lamto, qui montre aussi des variations saisonnières liées à la réponse notamment de la station, mais pas seulement. Et puis les résultats des autres stations. Et donc, ce qu'on voit sur ces stations-là, comme sur les stations métropolitaines, vous voyez sur la figure du dessous, hein, vous voyez une tendance à l'augmentation du CO2 qui est continue. Depuis le début de nos mesures, nous, au début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, bah, le CO2 augmente dans l'atmosphère, les concentrations augmentent et les CO2 s'accumulent dans l'atmosphère. Et puis, vous avez en plus de ces tendances communes à toutes les stations, vous avez des variations qui sont plus locales, à la fois saisonnières dans l'hémisphère nord ou pour certaines stations, et puis voir si vous regardez la station en gris qui s'appelle Juste, c'est la station de Jussieu, qui est une station intramuros à Paris, où là, vous voyez qu'on a des variations de concentration qui peuvent être beaucoup plus fortes et plus grandes que sur d'autres stations, et ça, c'est lié au fait qu'on est évidemment dans une zone urbaine avec des pollutions locales qui sont importantes. Et de la même manière, la ligne de base en fait, des stations urbaines ou périurbaines est plus élevée que la ligne de base d'une station comme Amsterdam. Donc nous, on va déjà s'intéresser à comprendre et à récupérer l'information de comment ça évolue, comment ça fonctionne, comment ça évolue, ça varie à l'échelle saisonnière, à l'échelle interannuelle, annuelle, à l'échelle synoptique éventuellement, donc des variations météo ou des variations plus locales à différentes choses. Donc ça, c'est le premier travail qu'on va faire avec ces données.
Ensuite, on va s'intéresser à éventuellement des choses un peu plus fine. Par exemple, si on regarde, là, vous avez la station de la Réunion au Maïdo et la station d'Ali Amsterdam. Et on va regarder, par exemple, on va calculer les taux de croissance du CO2 par année. Donc, en fait, c'est avoir de combien ça augmente chaque année. Vous voyez qu'il y a une variabilité qui existe, hein, c'est sur la figure de gauche, ici, ou là pour le méthane. Vous voyez qu'il y a une variabilité assez forte, mais que globalement, au début des années 80, le CO2 il augmentait à peu près de 1,5 ppm par an, et là on est plutôt sur une tendance qui est entre 2 et 3 ppm par an. Donc ce taux de croissance il est en augmentation. Et puis ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est essayer de comprendre comment on peut expliquer ces variabilités, ces fluctuations des taux de croissance, notamment en regardant certains paramètres climatiques. Donc ici vous avez les températures de surface de l'océan, et donc ils sont en fait un traceur des événements El Niño. Et donc, vous voyez qu'il y a souvent des taux de croissance plus élevés quand on a des événements El Niño marqués, notamment liés au fait que dans certaines conditions d'El Niño, on a des incendies très forts dans la zone de l'hémisphère sud, l'Indonésie, l'Australie, etc., qui peuvent avoir un impact sur les concentrations annuelles déployées. Donc voilà, on va essayer de comprendre aussi et de mettre en regard nos mesures avec des paramètres liés au climat et essayer de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, interagissent les uns avec les autres. Alors, ce qu'on peut mettre en évidence aussi, par exemple, sur les stations du réseau national en métropole, eh ben, c'est qu'on peut là aussi faire des liens entre les concentrations de CO2 et puis des anomalies de température ou de météo, hein, typiquement des anomalies saisonnières qui peuvent être liées à des canicules. Et on voit très bien l'année 2022 ici et l'année 2023 qui ont montré des anomalies dans les amplitudes des cycles saisonniers sur les stations françaises, avec des intensités plus ou moins marquées selon les zones géographiques. Vous avez une carte ici qui vous montre un peu les résultats. Et donc, on peut faire un lien et montrer justement que le puits de carbone végétation, il répond, il est dépendant des conditions météo auxquelles il est soumis pour l'absorption de CO2 en tant que puits de carbone. Alors là, un exemple sur ce qu'on a mesuré en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des résultats qui ont été publiés par un étudiant qui a depuis soutenu sa thèse et qui a été embauché à l'université Houphouët-Boigny, où on a pu montrer que, en fait, donc là, vous avez en jaune les mesures de CO2 à l'AMTO, et puis en rouge celles de la station dans l'Atlas. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des variations saisonnières beaucoup plus marquées à l'AMTO que dans l'Atlas. Et ça, c'est lié à deux choses. C'est lié d'une part au fait qu'on a une réponse de la végétation tropicale sur le site de l'AMTO, mais aussi on a pu montrer qu'il y a des changements d'origine des masses d'air en fonction des saisons, notamment que pendant la période sèche, on a une masse d'air qui va plutôt venir du continent, et donc qui va être plutôt chargée en CO2 plus fortement que pendant la saison humide, où les masses d'air ont plutôt tendance à venir de l'océan et donc vont être moins marquées par les activités humaines. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence à partir de nos mesures d'études qu'on a faites sur ces éléments-là à l'AMTO. Et sur le Maroc, là, vous avez les mesures qu'on a faites à la fois au sol et puis les mesures de colonne totale dont je vous parlais tout à l'heure, qui montrent que là aussi, en fonction de l'origine des masses d'air, on va pouvoir tracer en utilisant des modèles atmosphériques de transport atmosphérique, mais en rétro-trajectoire, c'est-à-dire qu'au lieu de leur faire prévoir l'évolution d'une masse d'air dans le futur, on regarde euh, rétroactivement d'où elle venait à un instant donné. Donc il y a des modèles qui permettent de faire ce genre de choses, et on peut montrer que là aussi, la variation des concentrations, elle est dépendante de l'origine de la masse d'air. Et voilà, on peut voir qu'il y a une différence de signature entre les masses d'air polluées qui viennent de l'océan et celles qui sont qui viennent les masses d'air polluées qui viennent de l'Afrique du Nord, et puis les masses d'air qui sont propres et qui proviennent directement de l'océan et qui arrivent sur la zone de mesure de l'Atlas. Alors, ce qu'on fait aussi avec ces mesures, c'est qu'on va valider notamment ces modèles de transport atmosphérique. Comment on les valide, en fait, et on va les corriger. Donc, en fait, vous avez
notamment dans le cadre du modèle de transport et de prévision de Copernicus, donc l'Observatoire européen du suivi de la Terre. En fait, le modèle vous fait une, une prévision. On va comparer cette prévision aux observations. Donc, les prévisions, c'est la courbe en orange, les observations en noir. Et donc, en fait, en imposant après au modèle de suivre ces observations, et ben, on va pouvoir corriger l'analyse et avoir quelque chose qui soit plus cohérent. Et donc, ça permet de valider et de corriger les modèles et leur schéma notamment de diffusion et de transport, qui parfois n'est pas toujours très juste. Donc, ça sert aussi dans ce cadre-là. Et enfin, dernière chose qu'on va faire avec ces mesures, c'est ce qu'on appelle de l'inversion atmosphérique. Donc, en fait, aujourd'hui, les inventaires d'émissions, donc quand on vous dit tel pays émet tant de CO2, et ben en fait, c'est calculé à partir d'émissions d'inventaires socio-économiques, c'est-à-dire qu'on sait par exemple combien de véhicules circulent à peu près dans chaque pays, quelle est l'émission moyenne des véhicules, on sait les émissions liées à l'industrie, etc. Et à partir de ça, on fait des bilans et c'est des inventaires d'émissions qu'on va pouvoir produire. En fait, on peut utiliser, donc les mesures qu'on fait nous dans l'atmosphère ne sont pas du tout intégrées dans ces bilans au départ. En fait, nous, on peut, indépendamment de ces inventaires, les comparer et les réévaluer à partir des mesures concentrées mesurées à partir de ce qu'on appelle de modèles de transport qu'on va utiliser en inversion. Donc, on va utiliser les inventaires au départ, donc ça va être notre préalable. On va utiliser le modèle de transport qui va va nous donner des concentrations simulées. Et en fait, on va comparer ces concentrations similaires avec les observations mesurées et on va optimiser par un algorithme de calcul les deux de manière à obtenir finalement des émissions qui sont optimisées par rapport aux émissions de départ. Et donc ça permet d'avoir une évaluation indépendante des émissions à partir du réseau de mesure. Alors évidemment, l'incertitude ces inversions, elles vont dépendre de la capacité au réseau d'être suffisamment précis et dense pour pouvoir donner une réponse globale qui va être correcte. C'est-à-dire que plus on a un réseau dense, plus on va avoir une évaluation qui va être bonne. Dans certaines zones, c'est compliqué avec 2 points ou 3 points d'avoir quelque chose de bon. À l'échelle globale, c'est plutôt pas mal. À l'échelle, plus on va descendre à des échelles spatiales plus petites, plus il faut avoir un réseau dense et précis de mesure pour pouvoir avoir quelque chose de très correct. Mais en fait, c'est un autre moyen d'utiliser ces données et d'en tirer profit. Alors pour finir, je voudrais revenir un peu au lien en fait, que je vous ai mis en introduction, hein. Quel lien avec le climat? Donc, pour mémoire, à l'échelle globale du monde, bah, ce qu'on constate, c'est que ce que je vous ai montré sur les stations européennes et les stations du réseau national, bah, c'est vrai à l'échelle globale dans tous les réseaux internationaux, hein, que ce soit les réseaux américains, les réseaux australiens ou le réseau néo-zélandais. Bah, vous voyez que le CO2 augmente de manière continue dans l'atmosphère. C'est vrai aussi pour le méthane et c'est vrai aussi pour le N2O. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? À quoi c'est lié? Bah, c'est lié au fait que elles continuent, nos émissions globales, elles continuent à augmenter, hein. Alors, il y a de temps en temps des petits accidents qui peuvent être liés à des crises économiques, politiques ou, on va dire, pandémiques. Mais globalement, malgré le fait que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on ait pris conscience du problème, bah, nos émissions continuent à augmenter. Et donc, plus elles vont continuer à augmenter, plus on va avoir un impact sur le climat. Donc l'essentiel, il en manque un bout. L'essentiel, je suis désolé, il y a quelque chose qui a disparu Donc là, vous avez en fait les différents secteurs d'émissions. Donc le premier secteur d'émissions dans le monde, en fait, c'est l'énergie, la production d'énergie. Ensuite, vous avez euh, l'agriculture, l'industrie qui vont avoir un impact important, et puis le transport aussi. Désolé pour cette figure. Et en fait, si on veut pouvoir maintenir un climat dans le cadre des accords de Paris, hein, qui prévoit qu'on limite le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés d'ici 2100, et ben en fait, il faudrait que nos émissions elles suivent les trajectoires que vous avez tracées sur ces différentes courbes.
Et donc, on voit bien que ça demande un effort très intense dans un laps de temps relativement court pour pouvoir arriver à des émissions zéro à l'échéance de 2100 en respectant ces accords de température qui sont un vrai enjeu pour la viabilité de l'espèce humaine à l'échelle globale. Évidemment, on pourra discuter de ça après, mais chaque pays n'a pas la même contribution et la même empreinte carbone euh, selon d'abord son historique et aussi qu'il soit en développement ou qu'il soit déjà un pays développé, industrialisé. Voilà. Je pense que je suis à peu près dans les temps et je vais maintenant vous laisser la parole et essayer de répondre à votre question dans la mesure du possible.